Le processus électoral suit son cours au Togo avec l'étape de la campagne électorale. Une étape durant laquelle tous les candidats rivalisent d'ardeur et de stratégie pour véhiculer leur programme de société et convaincre l'électorat. Toutes ces opérations influencent-elles réellement le choix de l'électeur le jour du scrutin? La réponse dans ce journal. InnoSerp est le nouveau sérum anti-venimeux mis en place pour réduire les décès dus aux morsures d'animaux venimeux. Et au Togo, les professionnels de la santé se familiarisent avec le nouveau produit, son dosage et les conditions pour l'administrer. Et puis la xénophobie gagne la nation arc-en-ciel. Depuis quelques semaines, les immigrés africains sont la cible de violences de la part des Sud-Africains qui les accusent d'être à la base de la hausse du chômage dans le pays. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Et nous débutons par l'actualité de l'heure, celle politique, avec la campagne électorale. Et la campagne bat toujours son plein et à sa 8e journée ce vendredi. Et l'une des stratégies adoptées par les équipes des 5 candidats à la présidentielle est l'affichage. Mais loin d'être de simples images du candidat, les affiches sont de véritables mines de messages. Les couleurs, la forme et l'emplacement, rien n'est laissé au hasard comme nous le fait découvrir Esther Laclé dans le dossier qui suit. L'opération de séduction de l'électorat togolais est une véritable démonstration de force des postulants à la magistrature suprême. Dans les rues de Lomé, la guerre des affiches de campagne bat son plein. Malgré l'évolution des différentes stratégies de campagne, les affiches restent la stratégie la plus utilisée. Destinées à un public hétérogène, ces images de différents formats peuvent être consultées à tout moment. C'est une campagne très agréable à regarder cette année particulièrement parce que on a pu constater que les différents candidats, les équipes de campagne ont fait un effort. Nous avons 3 catégories d'affiches. Une première catégorie, c'est une catégorie basique, photo, texte, couleur du parti. Et là, dans cette catégorie, nous avons M. Fab, nous avons M. Tchassona. Nous avons une deuxième catégorie qui est l'extrême contraire de la première, où les choses sont poussées un peu plus loin, la qualité de la photo, de l'impression. Nous avons M. Nyasingbe et au milieu, nous avons une catégorie intermédiaire. C'est donc M. Guégué et M. Tama. Ces affiches véhiculent tout un message au-delà des textes et images. Ils vont du simple regard à la posture, passant par les couleurs. Les messages aussi, on peut les sérier. Nous avons une partie où deux messages se font face. Une première catégorie en face, qui est la catégorie de l'alternance. Et d'un seul coup, nous avons les 4 candidats challengers du président sortant. C'est la posture de l'alternance. Et en face, nous avons la posture du développement, c'est-à-dire que le candidat s'approprie le thème du développement, il fait le bilan et il fait la projection. Mais en dehors du message, il y a la portée des slogans. Et là, par contre, il y a beaucoup de critiques à faire pour tous les candidats. En général, les slogans, c'est la qualité d'un bon slogan de campagne, c'est d'être simple et court. Et en général, il faut un slogan. Ça veut dire que la personne a bien maîtrisé son sujet, que la stratégie est claire. Ce à quoi on assiste, c'est que tous les candidats ont plusieurs slogans. Ça varie d'une affiche à l'autre et du coup, on se perd dedans. On ne sait même pas quoi retenir. Un bon coup de crayon, une bonne photo, couplé d'un slogan qui fait mouche peut apporter en plus. Reste à savoir où afficher et si ces affichages sont réglementés. Absolument pas réglementé, en tout cas pas à ma connaissance, mais ce sujet-là relève du civisme et de la citoyenneté, donc du respect de l'homme, et donc tous les paramètres de la campagne devraient aller sur ce registre-là de la citoyenneté, et de faire en sorte que, en se respectant, on respecte l'adversaire, en prenant soin, autant qu'on le ferait pour soi-même, de ses supports de communication. L'image est primordiale en politique. Un bon programme n'a jamais suffi pour être élu. Au moment du vote, l'irrationnel prend souvent le pas sur le rationnel pour la majorité des électeurs qui ne sont pas des férus de politique et qui votent pour celui qui communique mieux sur ses affiches. Ce culte de l'image a pris son essor avec l'apparition des affiches au 19e siècle. Et outre les affiches aujourd'hui, tous les moyens sont bons, voire excellents pour véhiculer les messages des candidats. Les réseaux sociaux, vu leur importance et leur impact sur les populations, sont devenus des canaux indispensables pour la diffusion de l'information, surtout en cette période électorale. Et on parle là de campagne
numérique. Et la question qui nous intéresse est comment se déroule cette campagne. C'est un dossier de Emmanuel Adiaklo et de Rachel Aoukou. En dehors des meetings, caravanes, affiches et autres stratégies de campagne électorale, la toile devient aujourd'hui le lieu de la mise en scène des actions de terrain. Clips de campagne, reportages photos, sur les réseaux sociaux, toutes les activités de la campagne électorale sont utilisées pour faire pression sur l'adversaire. Nous les jeunes, nous n'avions pas beaucoup de temps pour aller dans les meetings, pour faire des campagnes, mais j'aimerais dire aux autres candidats que par Internet, bon, s'ils pouvaient faire par l'Internet, sensibiliser les gens, ce serait encore plus mieux que dans les meetings, quoi. Facebook, Twitter, WhatsApp ou même Instagram sont de nouveaux supports de communication pour les politiques, des espaces d'échange et de mobilisation des militants et sympathisants et des vitrines qu'il faut soigner pour séduire son électorat. Pour l'heure, la présence de tous les candidats n'est pas assez remarquable sur la toile. Pour les plus en vogue, on peut citer la page officielle Facebook, le site, le blog et même une application Fort 2015 à télécharger dans le Store et le Google Play Store sur iPhone, iPad, smartphone et tablette Android. On distingue également la page officielle Facebook de Jean-Pierre Fabre et Jerry Tama. Pour le moment, sans la présence du candidat d'Unir Fort, mais pour le candidat du net, Jerry Tama, on le voit, mais ce n'est pas pour le moment ça. Il faudrait faire du tapage. Il n'est pas pour le moment présent. Puisque moi, à chaque fois, moi, je suis connecté à mon Internet, je suis calé à mon Internet. Mais les autres candidats, je ne les connais pratiquement pas, puisqu'on ne les voit pas tellement sur le net. Les candidats à l'élection ou les partis politiques peuvent librement créer un site Internet pour faire campagne. Toutefois, certaines règles doivent être respectées. Internet n'est peut-être pas le lieu déterminant où se gagne une élection, mais il est incontournable aujourd'hui. Reste à savoir si les tweets sont aussi efficaces que les affiches, si un statut Facebook vaut un porte-à-porte et si un clip séduit autant qu'une réunion publique. L'Internet n'est-il pas un média sélectif réservé à une catégorie de personnes ? La question reste posée. Et gagner la confiance des électeurs est la condition sine qua non pour tout candidat pour remporter le scrutin. Et c'est pour cela que tous les 5 prétendants au fauteuil présidentiel mettent les bouchées doubles durant cette étape du processus électoral qu'est la campagne. Mais la grande interrogation est le degré d'influence de cette campagne sur le choix des électeurs le jour du scrutin. Nous retrouvons Emmanuel Adiaklo et Rachel Aoukou. En matière d'élection, il y a plusieurs types d'électeurs. On a d'une part les inconditionnés et les adversaires qui sont déterminés et engagés derrière leurs candidats, et d'autre part les abstentionnistes qui ont du mal à se décider. C'est à ces derniers que s'adresse généralement la campagne électorale et chaque candidat essaie de les convaincre à travers une campagne de ciblage. La période de campagne, en tout cas, c'est une période au cours de laquelle les différents candidats font connaître leur projet. Le projet, vous savez que, en principe, pour désigner un candidat, vous devez vous fonder sur son projet. Le projet, c'est ce que le candidat veut faire pour le pays. Et donc, c'est par rapport à cela que les électeurs doivent se décider. C'est le message qui amène les gens à se décider. Donc, finalement, la campagne, on peut dire que la réussite d'une élection est fondée véritablement sur la campagne. Donc, les électeurs doivent être attentifs pour ne pas voter, par exemple, pour quelqu'un qui fait des promesses démagogiques. Donc c'est une période au cours de laquelle, en dépit, n'est-ce pas, de l'incitation, de la publicité, de la propagande, c'est une période au cours de laquelle les électeurs doivent réfléchir et au cours de laquelle ils doivent faire une certaine introspection pour faire montre d'esprit critique. Ils doivent pouvoir juger les projets pour pouvoir voter en toute connaissance de cause. La captation de l'électorat est toujours un objectif important pour les candidats. Voilà pourquoi tout se joue sur le moral et les desseins de l'électorat. Les candidats présentent leur programme de société et ça nous permet de opérer notre choix. Et cette année au moins, nous avons constaté qu'il y a un changement, un petit changement parce que les candidats présentent d'abord, quand ils vont pour la campagne, ils présentent leur programme de société. Et ça permet d'éviter ce qui se faisait de par le passé, le choix parce qu'il est mon frère ou parce qu'il est de telle tendance. Je suis toujours en train d'écouter les discours, les programmes des uns et des autres.
Je suis observateur j'analyse. Pour remporter une élection, rien n'est gagné d'avance. Ce ne sont pas les commentaires ni les pronostics qui font les élections, ce sont les électeurs. Il est donc très important de mobiliser et convaincre les électeurs jusqu'au dernier moment. Puisque la levée de fonds, les manifestations et arguments persuasifs ne serviront à rien si les candidats n'arrivent pas à faire sortir les gens de chez eux le jour de l'élection. Et pour tous ceux qui ont eu l'opportunité d'assister à un meeting, rassemblement, caravane ou toute autre manifestation de propagande de candidats, vous aurez sûrement remarqué des forces de sécurité à proximité avec des brassards mentionnant FOSEP 2015. Eh bien, ce sont les éléments de la force sécurité élection présidentielle 2015 mis en place pour, comme on s'en doute, sécuriser toutes les activités rentrant dans le cadre du processus électoral en cours. Mais que font concrètement les agents de la FOSEP 2015? Les éléments de réponse dans ce dossier de Eric Djanipo et Ramdan Bassina. Les carnets de guide au maintien de l'ordre, respecter les règles qui ont été prescrites à cet effet, éviter la provocation. Après les dernières consignes reçues de leur chef, les éléments de la FOSEP zone Agoué sont sur le terrain avec pour signe distinctif un brassard avec 5 lettres FOSEP, Force de sécurité élection présidentielle 2015. Ici par exemple, ces agents accomplissent leur mission, celle de protéger les candidats, les militants et l'ensemble des matériels déployés pour la réussite du processus électoral. Un dispositif de sécurité mis en place par le gouvernement pour une présidentielle apaisée et sécurisée. Faisant preuve d'une grande neutralité et d'une vigilance accrue, la FOSEP, par son organisation et sa stratégie d'intervention sur les lieux de meeting, rassure plus d'un. Quel que soit l'endroit, la vue d'un officier ou bien d'un agent des forces de l'ordre rassure la population. Et surtout en ces temps électoraux où dans la plupart des pays africains la tension est quand même assez élevée, la présence des forces de l'ordre est vraiment très importante. Et sans vous mentir sincèrement, on les sent dans les meetings, on les sent, comme vous pouvez même le voir derrière moi, il y a une voiture de police stationnée et ils font vraiment leur travail. Avant le début de la campagne, bon, nous tous on s'inquiétait pour la sécurité mais aujourd'hui en les voyant travailler, bon, nous tous on est en sécurité. Au total, 8000 agents de la FOSEP sont déployés cette année sur toute l'étendue du territoire national pour préserver la sécurité de tous. Il revient donc à tout un chacun de respecter ces agents qui ne font qu'accomplir leurs devoirs civiques et citoyens. Le 25 avril prochain, les Togolais sont donc appelés aux urnes pour élire un nouveau président. Mais conformément à l'article 117 du Code électoral, les forces armées et de sécurité peuvent, en cas de besoin, exercer leur droit de vote par anticipation. Elles voteront donc le 22 avril prochain. Quelle est la particularité de ce type de vote? Dédé Koussao, Pierre Soussoupo et Isidore Koubatine nous répondent. Renvoie à la veille des législatives de 2013. Ces corps habillés accomplissaient leur devoir civique par anticipation. Cette pratique est prévue par le Code électoral à son article 117. Pour la présidentielle de 2015, les forces armées et de sécurité sont appelées à exprimer leur droit de vote le 22 avril, soit 3 jours avant le scrutin proprement dit. Surtout l'article 117. Qui très rapidement évoque la question du vote par anticipation en le limitant strictement, j'insiste sur ce mot, aux forces de l'ordre et de sécurité. Simplement parce que les forces de l'ordre et de sécurité doivent assurer la sécurité sur tout le territoire le jour du scrutin. D'abord, ils exercent leur mission habituelle de force de sécurité, donc de l'ordre. Et ensuite, ils ont une mission supplémentaire d'assurer la sécurité du scrutin. Ce sont les FOSEP, les forces de sécurité élection présidentielle que vous avez vues et à qui on a déjà donné les ordres d'opération. Ces forces ne seront pas disponibles le jour du vote, puisque eux, ils prennent déjà position avant même l'ouverture des bureaux de vote. Donc, ils ne peuvent pas quitter leur position pour aller voter. Ce qui fait qu'ils doivent rester en plus en position jusqu'à la clôture du vote, jusqu'à la fin des dépouillements, aider à la sécurisation, à l'accompagnement des résultats jusqu'au siège des CELI. Et donc, on ne peut pas les distraire le jour du vote en les mettant dans les rangs
avec les électeurs habituels. Et c'est l'un des types de votes spéciaux dont l'objet est de permettre à tous les citoyens d'exercer leur droit de vote. Pour les raisons de sécurité, et compte tenu aussi du fait que des critiques ont été émises sur ce vote par anticipation qui est nécessaire et indispensable pour notre sécurité à tous, par le passé, la CENI a pris les dispositions nécessaires pour que ce vote soit sécurisé. Ils l'ont présenté au comité de suivi, au dernier comité de suivi des élections présentant des partenaires et du gouvernement et de tous les partis politiques. Et je crois que s'il subsiste encore quelques inquiétudes dans les esprits, il faut que les uns et les autres soient rassurés que la CENI, en tout cas le gouvernement est convaincu que la CENI fait le maximum pour qu'il n'y ait aucune contestation liée au vote des forces de sécurité et de défense par anticipation. Ce sont tous aussi nos frères, ce sont aussi des Togolais qui ont le droit de vote comme tout le monde. Et ce n'est pas normal que pour le fait qu'ils assument une mission en notre faveur, c'est notre sécurité qu'ils assument, qu'on soit obligé de les priver de ce droit de vote. À la différence du vote général, en cas de vote par anticipation, le Code dispose qu'à la fermeture de l'urne, un 5e scellé numéroté soit ajouté aux 4 premiers, ce qui est synonyme de la sécurisation du vote jusqu'au jour du dépouillement général, le jour du scrutin. Et pour les échos de la campagne elle-même, vous suivrez comme toujours le journal de la présidentielle. Gerson, bonsoir. Bonsoir, Annika. Pas de nouvelles de terrain ce soir? Si, beaucoup de nouvelles de terrain, avec beaucoup de localités à parcourir à la vitesse des candidats à la présidentielle. Tiens, unir par exemple avec son champion fort Nassing Bété, hier dans Akebouawa, Lavier, Amou, Bala, Tové, le candidat président a vanté son bilan. Électricité à Lavier, par exemple, emploi jeune à Kouma, agriculture à Tové, infrastructure routière dans Akebou, Amou, Anita. Il y avait dans ce discours, vous allez l'entendre ce soir, de quoi séduire, de quoi faire rêver l'électorat. Et alors, pas de bilan à vanter pour les autres candidats, pourtant ils sont aussi en campagne, n'est-ce pas? Bien sûr, ils sont en campagne. Maître Tchassora Traoré, par exemple, il était à Tchévi, à Takbamé. Babou, il s'insurge lui partout contre ce qu'il appelle la bipolarisation de la vie politique nationale. Et du coup, dans la foulée, il se présente comme l'alternative, la seule, la vraie. Métiaboré Gogé a parcouru lui aussi la région maritime, un terrain pas tout à fait acquis pour le parti Adié. Du coup, le candidat a décidé de faire du porte-à-porte pour ratisser large en ce mois de campagne électorale. Et Gerson, ce soir, des nouvelles de Jerry Tama? Enfin, quelqu'un qui parle du peuple, c'est son slogan de campagne. Jerry Tama a rencontré justement ce peuple à Sokodé, à Pagalagar, avec les 15 engagements du net qu'il a porté jusqu'à Basser, jusqu'à Guérenkouka, jusqu'à Tchamba. Tout ceci, vous le verrez en image ce soir. D'accord. Rendez-vous donc tout à l'heure après ce journal. La suite de cette édition à présent pour lutter efficacement contre les morsures de serpents ou tout autre animal venimeux. Le gouvernement togolais a subventionné un nouveau produit. Il s'agit du sérum antivenimeux dénommé InnoSerp. Le ministère de la Santé, en collaboration avec la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques du Togo, CAMEG, a organisé ce matin à Lomé une rencontre pour permettre aux professionnels de la santé de s'approprier les notions nécessaires concernant l'usage de ce sérum. Emmanuel Adiaklo, Christine Péchikialoté. InnoSerp, c'est le nouveau sérum antivenimeux subventionné par le gouvernement. Il présente des spécificités par rapport à l'ancien qui se fait aussi rare sur le marché. Pour sa bonne utilisation, les médecins et prescripteurs des hôpitaux et autres districts sanitaires se forment sur les modalités de son usage. Ils vont également bénéficier de connaissances approfondies sur les envenimations et leur prise en charge. Ce sérum est spécifique étant donné que ça peut être utilisé en intraveineuse directe, donc avec un résultat instantané. Ce qui fait que le malade qui arrive à l'hôpital est tout de suite récupéré les minutes qui suivent. Et il faut dire également que ce sérum présente un caractère lyophilisé, donc on n'a pas besoin de chaîne de froid. Avant, les populations souffraient énormément parce que lorsque vous achetez le sérum à la pharmacie, il faudra courir très rapidement pour que ça ne se déglace pas. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ça. Même dans les coins les plus reculés du Togo, on peut utiliser ce sérum sans souci. La centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques du Togo CAMEG a été désignée pour assurer l'importation, le stockage et la distribution du nouveau sérum antivenimeux. Nous
identifions les fournisseurs, nous faisons tout le processus d'achat. Alors avec ce nouveau produit, nous passons d'un prix à l'achat d'environ 56 000 francs à 40 000 francs. Mais pour la population, la subvention de l'État demeure puisque la population l'achète au niveau des formations sanitaires à 15 000 francs CFA. L'OMS a défini des critères d'homologation de ce produit selon le représentant du laboratoire Innocent Biopharma Afrique de l'Ouest et du centre fabricant de ce sérum. Innocep respecte ces conditions et est déjà disponible sur le marché. Chaque année, le monde entier consacre le mois d'avril aux activités de sensibilisation sur les risques de professionnels. Et le Togo ne déroge pas à la règle. Depuis le 3 avril dernier, les activités ont été lancées et hier, les services de protection sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale et les responsables du ministère du Travail étaient sur l'un des chantiers de SECO Group, situé sur le boulevard de la Paix. L'idée était de constater les conditions de travail des employés du groupe et de voir si ces conditions leur permettent d'éviter les risques et dangers susceptibles de nuire à leur santé. Dodoare Christine Petit-Calodé. Le chantier du boulevard de la Paix, une des bases du groupe SECO BTP. Dans chaque atelier, les ouvriers sont mobilisés pour fournir les matériaux de construction du dit boulevard. Pour savoir si les conditions de travail sont conformes aux normes de sécurité santé au travail, le service de prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale et les inspecteurs de travail ont fait le déplacement de ce chantier. Nous avons pu relever pas mal de situations. Les efforts sont faits, certes, mais il reste à améliorer. Et donc les instruments qui permettent donc, de protéger donc, les travailleurs doivent être disponibles. Il ne doit pas manquer de stock. Il doit pouvoir être, ces dispositifs individuels ou collectifs doivent être disponibles à tout moment. Nous avons mis encore des dispositions à prendre pour améliorer notamment la surveillance de ces agents pour que les équipements de protection qui leur sont donnés soient réellement utilisés sur le terrain. Dans la rubrique des observations, la délégation encourage l'entreprise à organiser des visites médicales périodiques et souhaite aussi le détachement d'un comité sécurité santé au travail. Protéger le travailleur, selon cette délégation, c'est faire de lui un véritable investissement pour le développement de l'entreprise. Ce que nous voulons recommander, c'est à l'endroit de l'employeur, d'abord, d'organiser des formations à l'intention du personnel pour que les travailleurs prennent conscience des dangers qu'ils côtoient et qu'ils apprennent les mesures qui leur permettent de les prévenir. L'employeur a besoin également d'être accompagné en ce qui concerne l'identification des équipements appropriés de protection individuelle. Bon, pour le reste, nous sommes disponibles pour l'accompagner davantage. Cette démarche est très bien appréciée par le groupe SECO BTP. Nous ne pouvons que dire merci à la délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale. Là, oui, a souligné des points de félicitations, mais certes, il a aussi dit qu'il y a des manquements et ces manquements par rapport à l'entreprise, nous ne tarderons pas à pouvoir résoudre ces lacunes-là. Les prochaines étapes sont la société de transformation industrielle, l'imprimerie des emballages plastiques, les sociétés Falcon Brand et Whiteway. L'initiative vise à faire découvrir aux travailleurs les différents dangers et risques auxquels ils sont exposés en vue d'un changement de comportement. Santé à présent, après sa tournée à l'intérieur du pays pour sauver des vies et apporter un soutien aux populations démunies, l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et de la santé en Afrique, MAfrique,
fait le bilan. Lors de cette rencontre avec les journalistes, les responsables de l'association ont également dressé le bilan de l'opération chirurgicale de l'enfant Nata Kolani qui souffrait, rappelez-vous, d'une malformation congénitale, la méningo-encéphalocèle. Le petit et ses parents ont retrouvé le sourire car l'opération a été un succès. Le compte rendu avec Antoinette Romao. Va voir. Il y a 4 mois, son cas avait ému les internautes et l'opinion nationale tout entière. Nata Kolani souffrait de la méningo-encéphalocèle, une pathologie rare due à une malformation congénitale. Ayant pris connaissance de la maladie de Nata Kolani, l'ONG M-Afrique mobilise ses partenaires. L'organisation Action Pit est la première à réagir. Elle met rapidement en place un dispositif d'évacuation vers l'Allemagne et prend en charge l'opération chirurgicale du petit. Solidarité est demandée de tout le monde. Chacun peut faire un petit geste. Et s'il y a beaucoup de petits gestes, on peut réaliser aussi un projet comme celui de Nata, qui était expansif, c'est vrai, mais qui a eu une réussite énorme. Et maintenant, il y a l'exemple. Et pourquoi pas répéter ces exemples? Aujourd'hui, c'est un Nata Kolani complètement métamorphosé grâce à la magie de la chirurgie. Vu l'expérience que nous avons vécue avec Nata, ou de la phase de l'information où on a eu le cri de détresse jusqu'à son opération en Allemagne, jusqu'à son évacuation, cela a duré pratiquement 3 voire 4 mois. Donc on s'est dit, nous allons avec cette petite expérience essayer de prendre en charge des cas similaires, des cas graves comme ça, mais manager la prise en charge sur 2 mois de façon à ce que pendant les 12 mois que compte donc l'année, nous puissions donner la chance à 6 malades graves d'être suivis. Le traitement de la maladie de Nata Kolani a été rendu possible grâce à une campagne de mobilisation de fonds pilotée au Togo par M-Afrique et en Allemagne par Action Pit. Hors du Togo, la scène est inimaginable dans ce pays qualifié de nation arc-en-ciel et pourtant elle est réelle. Un groupe d'immigrés africains armés pour se défendre et se protéger des violences xénophobes des nationaux. La scène se déroulait ce vendredi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Des violences en forte hausse ces dernières semaines et qui inquiètent les autorités sud-africaines. Scène de guérilla urbaine en plein cœur de Johannesburg. À l'aide de balles en caoutchouc, ces policiers chassent des habitants du quartier qui s'en sont pris pendant la nuit aux commerces étrangers, comme cet atelier mécanique nigérian, parti en fumée. Pendant l'apartheid, notre pays a accueilli et soutenu les Sud-Africains. Donc je demande au gouvernement de nous protéger. Les violences xénophobes ont éclaté à Durban au début du mois d'avril et ont déjà fait 6 morts. Elles semblent désormais s'étendre à la capitale, où là aussi un fort taux de chômage pousse régulièrement les habitants à accuser les ressortissants étrangers de tous les maux. Ces gens doivent partir et aller commettre leurs crimes là d'où ils viennent. Les gens au gouvernement ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Nous n'allons pas laisser ces gens nous voler. Un peu plus tôt dans la journée, Jacob Zuma sortait de son silence pour lancer un appel au calme via une allocution télévisée transmise en direct. Aucun degré de frustration ou de colère ne peut justifier les attaques contre les étrangers et le pillage de leurs magasins. Nous condamnons la violence dans les termes les plus forts. Certains pays ont d'ores et déjà pris des mesures pour rapatrier leurs ressortissants, mais la plupart, originaires de pays en guerre ou réfugiés politiques, n'ont d'autre issue que de trouver refuge dans des camps ouverts par les autorités. Tous gardent en tête la vague de violences xénophobes qui avait fait 60 morts en 2008. Retour en page nationale pour vous signaler la signature d'une convention de prêt partiel entre la BOAD et Coris Banque Internationale hier à Lomé. Une première ligne de financement à moyen terme de 6 milliards de francs CFA pour soutenir la société burkinabé de fibres textiles pour accroître ainsi sa production, financer les besoins inhérents aux campagnes cotonnières et surtout lutter contre la pauvreté dans ce pays. Le compte rendu avec Isidore Koubatine.
de promouvoir le développement dans les pays de la sous-région. Une volonté manifeste, concrétisée une fois encore par cette signature de convention de prêt partiel d'une ligne de financement à moyen terme de 6 milliards de francs CFA avec Coris Bank International. Ce fonds servira à accroître la production en fibres textiles de la société burkinabé Sofitex. La ligne que nous venons de signer est une contribution de la BOAD pour le refinancement de la campagne cotonnière de la Sofitex au Burkina Faso. À ce titre, il y a des lignes de refinancement qui sont mises à notre disposition pour nous permettre de soutenir les petites et moyennes entreprises dans les pays où nous sommes implantés, aussi bien au Burkina, au Togo ici, et au Mali comme en Côte d'Ivoire. Et si la production du coton s'avère être l'un des principaux revenus pour environ 30% de la population rurale burkinabé, la banque sous-régionale se dit prête à soutenir cette production pour combattre la pauvreté. En refinançant donc partiellement le prêt octroyé par Coris Bank International à Sofitex, la BOAD participe à l'atteinte au titre de la campagne 2014-2015 des objectifs de production fixés à 540 000 tonnes pour le coton graine et 236 000 tonnes pour le coton fibre. Dans notre sous-région, la filière coton constitue l'une des filières agricoles intégrées les mieux organisées, avec des retombées positives certaines sur l'expansion de plusieurs autres secteurs de l'économie nationale. Cette première ligne de financement vient s'ajouter aux 14 déjà existantes accordées aux institutions financières burkinabées pour stimuler la croissance économique. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Tout de suite, vous retrouverez Gerson Deveau pour le journal de la présidentielle. Et à 22h30, ce sera Isidore Koubatine qui vous présentera la dernière édition du journal de ce vendredi. D'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. Au revoir.